messieurs, dames, on avait raison. On avait raison. On l'a dit au bout du 3e épisode. En gros, on l'a dit dès le premier stream. On l'a dit dès le premier stream parce que quand il était arrivé au 3e épisode, on commençait déjà à se poser la question. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il raconte? Il lance le live, il dit pas bonjour, ni au revoir, ni rien, il rappelle rien, les trucs, les bâches. Non, on avait raison. On avait raison de quoi? De ça. Depuis le début. Depuis le début. Joe n'a... Alors si, Joe a existé, mais dans l'inconscient de Butcher, Jeffrey Dean Morgan, n'a jamais existé, évidemment, dans ce qu'on a vu jusque maintenant. Alors, il y a à boire et à manger, évidemment, là-dedans, d'un aspect critique, dans le sens où, bonjour à toutes et à tous, évidemment, on parle de l'épisode 6 de The Boys, installez-vous très confortablement. On va commencer par là, parce que c'est quand même l'un des événements. Je trouve qu'il y a le fond et la forme. On va revenir sur l'intégralité de l'épisode, mais je voulais quand même parler de la relation entre Karl Urban et Jeffrey Dean Morgan. Il y a le fond et la forme. Sur le fond, faire en sorte que Becca et Joe soient les deux, finalement, pensées de la conscience de Butcher, c'est-à-dire le côté positif, beaucoup plus humain, beaucoup plus proche des gens, qui est une des personnalités quand même de Butcher. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir Butcher comme ça. Il n'empêche que Butcher, c'est aussi quelqu'un de profondément humain, c'est aussi quelqu'un qui a des qualités, c'est aussi quelqu'un qui pense aux autres, ça c'est indéniable, et qui essaie de faire le bien. Il le dit plusieurs fois d'ailleurs, lui ce qu'il veut c'est sauver la planète, il veut faire le bien, et même s'il y a des choses difficiles à faire, eh ben, il veut les faire pour le bien commun, même si c'est pas évident. Donc il y a cette nuance-là, et je trouve que le contrebalancé avec son côté obscur, Jeffrey Dean Morgan, qui lui est beaucoup plus brut de décoffrage, qui lui admet finalement que ce qu'il aime et ce qui lui manquait, et la personne qu'il était vraiment, c'était la personne qui adorait entendre les gens hurler pendant les tortures qu'ils pouvaient faire, etc. à une époque. On a vraiment les deux balances d'une même position, qui est celle de Butcher, mais avec deux consciences différentes, deux idées qui vont dans des sens différents, et c'est ça qui est intéressant. Comme dit Slade, ouais, c'est vrai que Butcher, c'est le monstre qu'il doit être pour que le monde soit sauvé et pour que les autres évitent de le devenir. C'est-à-dire que lui peut faire certaines choses pour le bien commun et pour éviter que d'autres se salissent les mains. Et d'un autre côté, il y a une partie de lui qui aime ça aussi. C'est aussi pour ça que Joe est là. Ça, c'est sur le fond. Je vous pose une question dans le chat, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez été séduit par la forme et par le twist? Dites-moi oui ou non. Vous allez voir que... du coup, je suis un peu sceptique. Je vais revenir sur mes notes, évidemment, en retirant cette saloperie d'économie d'énergie, parce que sinon, ça va revenir sans arrêt. Voilà. J'avais dit, c'est deux visages de la conscience qui se disputent un petit peu les gestes de Butcher. Slade qui nous dit je suis mitigé parce qu'on l'avait vu venir. Voilà, comme dit Skay, Slade, le twist était prévisible aussi de la part de Mathias. Je suis d'accord. Personnellement, je suis d'accord. Je suis mitigé parce qu'effectivement, dès le 3e épisode, on le savait. Il y a un plan qui est très intéressant dans l'épisode. Je ne sais pas si vous avez remarqué. L'épisode s'ouvre sur Jeffrey Dean Morgan. Jeffrey Dean Morgan qui fait mine de dire aux scientifiques de se réveiller. Ensuite, il y a un plan sur une main qui tape le scientifique pour le réveiller. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il nous menait en bateau ? Et est-ce que finalement Jeffrey Dean Morgan existe vraiment? C'est-à-dire là, il te le prouve en touchant carrément la personne. À partir du moment où on a vu qu'en fait c'était Karl Urban et que Jeffrey Dean Morgan était derrière, c'était fini. Pour moi, à ce moment-là, ils avaient grillé leur twist. Sûr, ils avaient grillé leur dernier twist. Parce que quand tu vois l'enchaînement des trois plans, c'est Jeffrey Dean Morgan, soit c'est Karl Urban, mais si c'est Karl Urban, tu sais que tu as raison. Et moi, j'ai trouvé justement, Soul, que c'était pas forcément si bien amené que ça. Ça peut être bien amené dans la discussion qu'il y a et le jeu de Karl Urban qui dit « Mais attendez, vous vous parlez, mais c'est pas possible, mais en fait, vous n'êtes pas là depuis le début. » La séquence est bien.
c'est tout ce qui a été fait avant qui du coup, pour moi, a été entre guillemets un peu facile parce que tu pouvais le sentir venir depuis le début. Tu le voyais depuis le début. Et ça, forcément, quand un twist, tu le sens venir. Moi, je voyais beaucoup de gens qui disent hey, on est d'accord, les deux personnages, et puis à côté, il y a les deux personnages de Fight Club du style ah ouais, c'est un peu le même mood. Alors, Fight Club, quand tu le vois la première fois, c'est très compliqué de voir venir le bordel. Mais en même temps, Fincher, etc., enfin, tu sens qu'il y a du savoir-faire. Là, je trouve ils se sont grillés quand même. J'ai pas vu venir l'autisme, je suis trop naze, mais j'ai bien aimé en bon Yankee. Après, non, mais je veux dire, tant mieux, ça veut dire que t'as eu t'as eu le. Nous, on en parlait beaucoup. Ah, c'est ça aussi, Riddlemack, pas le souci, l'avantage et en même temps l'inconvénient de faire des streams sur les épisodes, c'est que forcément on fait des théories, etc., tout un tas de choses. Donc voilà, une fois qu'à un moment donné on a une idée sur certains trucs, on va aller éplucher un peu plus, pas comme comme si tu regardais l'épisode lambda et tout. Donc c'est vrai que c'est deux poids deux mesures, mais tant mieux si tu ne l'as pas eu. Après, la scène était forte. La scène où il va finir par. Où Joe par la BK, etc., devant Butcher, le jeu de Butcher derrière, etc. Et puis, tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'encore une fois, sur le fond, c'est très maîtrisé. Parce qu'il y a, oui, cette dualité entre le bien et le mal, où Butcher, avec le V, la tumeur et tout le bordel, finit par avoir des hallucinations qui sont représentatives de sa conscience et surtout de sa personnalité et de son âme. Et ça, c'est beau en vrai. C'est bien. Moi, j'aime bien. C'est ce qu'il y a avant qui grille le truc, mais c'est quand même bien. Exactement, ouais. C'est ce qu'il y a avant qui fait que le twist, on le sentait venir. Mais sinon, derrière, c'était. Oui, si, ce qu'ils disent sur le fond est intéressant. L'épisode en lui-même, je trouve qu'il n'a servi à rien, aucune avancée, voire des régressions ou ralenti l'intrigue. Moi, paradoxalement, c'est un des épisodes que j'ai préféré. Et pourtant, je suis d'accord que c'est l'épisode. Alors, déjà la semaine dernière, je trouvais l'épisode un peu brouillon. Euh, Là où j'ai aimé cet épisode, c'est qu'il est structuré et qu'on se perd plus sur 14 000 thématiques. C'est-à-dire que, et ça, je pense la même chose de True Blood, un épisode où il y a beaucoup de personnages et où tu as 7, 8, 9, 10 intrigues. La semaine dernière, tu avais l'intrigue de Kimiko, l'intrigue de Frenchie, l'intrigue de Butcher, l'intrigue du Homelander, l'intrigue de Simon Pegg, l'intrigue de Sister Sage, l'intrigue de Stella, l'intrigue de Victoria avec le retour d'Edgar. T'avais beaucoup, voire trop d'intrigues. Ça, c'est un truc que je reproche à True Blood sur les dernières saisons où il y a 1 milliard d'intrigues différentes et forcément, t'as 3 minutes par personnage à peine. Là, on va au fond de ce qu'on doit faire, de manière simple et efficace, 3 ou 4 intrigues maximum, du trash, du gore, du glauque, mais en même temps, même si ça avance que peu l'histoire, j'ai beaucoup aimé l'épisode parce que là, on retrouvait un peu l'entité de Boys, avec tout ce que The Boys sait faire, d'assez glauque, de très parodique, de foncièrement mauvais, mais en même temps avec certaines phases poétiques aussi. Il reste encore 2 épisodes, et puis après, c'est vrai qu'on n'aura plus qu'une saison, donc là, ils arrivent peut-être à un stade où il faut freiner un peu. Moi, là, pour le coup, ça m'a pas choqué. Et ça avance quand même un petit peu, oui. Ça avance quand même un peu. Rien que. Alors, parmi les notes que j'ai pu avoir, mais on est toujours plus près de la rédemption de A-Train. Ça, c'est vrai que pour le coup, voilà, ça se fait sur certains petits détails, mais A-Train qui arrive à sauver la crème et l'emmener avec le regard d'un enfant qui le regarde ultra heureux en mode un super-héros qui vient de sauver quelqu'un, et A-Train qui se sent enfin super-héros, qui se sent enfin humain et qui sent qu'il a agi cette fois pour le bien et que ça le prend. Justement, lui qui se dit depuis quelque temps qu'il va se finir par se faire griller et qu'il faut arrêter ça, moi ça j'ai trouvé ça pertinent. Pour le coup, ça j'ai trouvé ça pertinent. Il reste que 2 épisodes. Déjà que de base, je trouvais que ça tournait en rond dès la saison 2. Ah ouais, non, bah alors oui, non, bah alors c'est une manière de voir que moi, moi, du coup, je suis moins difficile là-dessus. Faut dire qu'en même temps, The Boys a ses intrigues par saison. Alors, la trame, le fil rouge
on pourrait dire qu'il avance pas forcément tout le temps, mais la saison 2, c'était Stormfront, la saison 3, c'était le petit soldat, puis tu avais toutes les intrigues autour de l'équivalent de la sorcière rouge, puis là aussi, on a eu l'intrigue avec Simon Pegg, et puis on a l'intrigue avec Frenchie. Il y a des intrigues. L'intrigue de Frenchie, par exemple, c'est vrai que vu comment elle a terminé, je pense qu'on peut se dire qu'elle avait aucun intérêt. Au final, bon, quand tu vois Frenchie saison 3 et quand tu vois Frenchie saison 4, est-ce que ça avait un réel intérêt d'écrire Frenchie comme ça? Je sais pas comment c'est dans les comics et s'il fallait forcément le faire. Ça fait vraiment remplissage parce que pour le coup, Colin, on ne l'a jamais revu. Ça a été assez peu étudié, assez rushé. Ouais, bon, ça par exemple, voilà, c'est des intrigues qui, moi, m'intéressaient assez peu. Là où au moins Simon Pegg, bah, certes, c'était une intrigue secondaire, mais qui avait un minimum d'émotion. Ça avance quand même. Rien que par rapport à A-Train, ça avance un minimum. Mais oui, là, on est dans un épisode, certes, où on n'a pas les plus grands aboutissants, mais qui revient dans la tradition glauque, gore, fun, décalé de The Boys. C'était juste pour montrer que malgré sa fraternité avec Kimiko, il continue de lutter contre ses démons. Ouais, mais tu pouvais le faire autrement, ou alors tu pouvais le faire mieux. Tu gardes la même intrigue, mais tu le fais un peu mieux, parce que là, ça faisait vraiment remplissage. Je veux dire, regarde dans l'épisode, la Kimiko, on doit l'avoir 2 ou 3 fois. Elle va 2 fois à l'hôpital, on se rend compte que Frenchie il refuse il refuse de la voir et il refuse les consultations parce qu'il n'est pas bien. Bon, oui, super. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, ça avance assez peu. C'est-à-dire qu'une intrigue comme ça, quand tu vois que Simon Pegg a été réglé en un épisode, en Frenchie et Kimiko, ça aurait pu être réglé en 2. On est très loin, je veux dire par là, de l'écriture narrative de Kimiko et Frenchie dans l'épisode de saison 3 où ils faisaient du musical, qui était merveilleux. Le meilleur épisode en termes d'autodérision et d'humour avec Tech Knight. Ça, par contre, je suis d'accord. C'est vrai que même si l'intrigue n'avance pas, ça c'est indéniable, cet épisode-là, et on l'avait déjà vu avec les trucs du MCU, etc., la semaine dernière, en termes de décalage et de parodie et de dérision des personnages de comics, celui-là est un des meilleurs. Ce qu'il y a avec Tech Knight, qui est un Batman bourré de vices, complètement BDSM, qui fait des trucs hardcore avec une espèce de ghoul là, qui rappelle Pulp Fiction, le Alfred forcément qui est traité plus bactère, machin, la parodie de Spider-Man avec le mec où forcément faut que ce soit à 3 cm de son trou du cul, hein, l'endroit où il fait des tissus, parce que sinon c'est pas de la toile, je veux dire, parce que sinon c'est pas The Boys, ou les trucs, enfin, c'est hyper glauque, c'est vraiment très 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 glauque et hyper sarcastique, mais en même temps c'est très bien fait. Puis ça garde un, comment dire, ça garde un certain savoir-faire. Parce que tu vois Tech Knight bien habillé, on jurerait la Batcave, ambiance un petit peu gothique. Les reconstitutions sont pas si mal faites, hein. La comparaison avec le comics c'est très bien géré pour Tech Knight. Bah alors après, ça du coup, je savais pas moi ce qu'il en est vis-à-vis du comics, mais même vis-à-vis de l'épisode, ouais, moi j'ai trouvé que il y avait du savoir-faire. Ça pour moi, un épisode comme ça, c'est pas, alors, c'est pas au niveau parce que Erogasm est un des meilleurs épisodes, mais c'est pour moi dans la continuité d'un épisode comme Erogasm, dans le style ultra parodique, ultra décalé, foncièrement borderline. T'as des phases, t'es là, oh là 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 là. Puis, alors en plus, si vous voulez une anecdote, l'épisode, je l'ai regardé avec mon père, qui n'avait jamais vu un épisode de The Boys de sa vie. Mon père, il s'assoit, il regarde l'épisode. Au moment où il arrive, c'est la nana qui est en train de se toucher sur le corps de Yui qui est complètement dans le mal et qui termine en lui foutant de la gigamouille sur le casque, sur le masque. Je suis là, je dis, bon, bah voilà, c'est une belle introduction pour le paternel à The Boys. Hein. Bienvenue dans The Boys, ça fait ça tout le temps. On a regardé un peu True Blood hier, forcément, c'était un épisode où tout le monde était en train de niquer. Donc là, il doit se dire, je sais pas vraiment ce qu'il regarde en ce moment, mais ça a l'air sympa. Hein. True Blood, ils baissent tous entre eux, et The Boys, ça s'enfile comme des perles là-dessus. Puis alors, les dialogues, c'est hyper trash. Comment ça va, mon X-Bank? C'est hyper trash. Quand il lui, quand ouais, je vais te pisser dessus, machin.
tu as bouffé ma merde, etc. Je veux que tu me chies à la gueule. Ah, je commence à. Elle termine quand même par limite le violer, tu vois, le jouir sur lui en le chatouillant. Putain, c'est glauque à mort, hein. C'est glauque. Et ça, honnêtement, combien de séries sont capables de faire ça? Enfin, heureusement, je sais pas vraiment, c'est du sadisme, hein, mais heureusement quand même qu'on a une série comme The Boys qui est capable de faire ça. Parce que combien de séries seraient capables de montrer un truc aussi trash? C'est extrêmement violent, hein. C'est extrêmement violent. La parodie, puis alors après, t'as des trucs de trop. Autant tu vois ça, c'est bien. Autant j'ai rigolé un peu jaune quand le vrai, c'est comment Webweaver. Au moment où Webweaver, il se prend le sérum dans le cul là pour le mettre KO, que le mec il lâche une caisse et que forcément derrière t'as la crème qui se prend un peu de toile sur la tronche. Ça pour moi c'est de trop. C'est-à-dire ça c'est le truc qui manque. Enfin, j'allais dire qu'il manque de subtilité comme si The Boys était subtil. Mais je trouve que The Boys a l'intelligence et le savoir-faire pour éviter ce genre de truc un peu ouais, humour à la con, pipi caca, pas vraiment intéressant. Ou voilà, comme dit Slate, t'as un peu le quota de scène hardcore et un peu glauque vide de sens. Où là pour le coup. Là pour le coup c'est pas forcément je trouve hyper pertinent. Après est-ce que du coup ça coïncide avec le personnage? Parce que je me suis posé la question de ça. Je me dis tiens c'est marrant mais en fait la crème il lui arrive que des dingueries comme ça. Genre à un moment donné à Nous vous Aerogasm faut prions forcément que ce soit d'accepter lui nos qui se prenne un maximum excuses. de foutre sur la gueule. Là faut forcément que ce soit lui qui se prenne ça. T'as l'impression qu'en fait la crème il doit se prendre tout ce qui est possible et imaginable dans la tronche. Alors, je sais pas si dans le comic c'est pareil, mais bon, là j'ai trouvé que ça manquait de. C'est pourtant pas une série très fine, mais c'était pas forcément très intelligent, enfin pas forcément indispensable. Mais par contre sur le reste, sur le reste, sur les phases où on voit même les trucs hyper glauques aussi, mais ça m'a rappelé Nip Tuck. Mais le côté où t'as Tech Knight qui s'étrangle parce que alors apparemment, étonnamment, j'ai jamais essayé, hein, mais bon, j'ai envie de dire encore heureux. Si tu apparemment, si tu manques de souffle et si tu es en étranglement pendant l'amour ou pendant que tu te fais du bien, ça te décuple l'orgasme et ça te décuple les sensations. Ça, dans Nip Tuck, il le disait déjà, parce qu'à un moment donné, tu as Christian Troy qui essaie de se pendre dans un épisode, et il est sur le point, il est à deux doigts d'y rester d'ailleurs. Et il est sur le point de se pendre parce qu'un mec lui dit ah, vous devriez vous pendre et puis vous couper la respiration pendant que vous vous branlez. C'est un live, à mon avis, s'il y a une rémunération sur YouTube et si c'est pas bloqué, c'est exceptionnel. Mais donc voilà. Donc t'as ça, et lui, il fait pareil. Et en fait, je me suis dit, bon, je vois à peu près le délire, mais ça reste très glauque, hein. Ça reste très glauque quand même. Mais il y a des gens apparemment qui kiffent être en manque de respiration et avoir le souffle coupé pendant ces trucs-là. Comment ça va, Sarah? C'est lui qui s'est fait étrangler par la bite géante. En plus, ouais, donc oui, lui, il arrive que des dingueries. Mais là, tu vois, c'était le petit manque de. Voilà, le petit coup de trop. C'est-à-dire, on aurait pu le faire différemment. Ouais, du coup, tout le sang part dans la beuteux. Ouais, possible. Ouais, possible, je sais pas. Ça, je sais pas, je peux pas te dire. Enfin, en tout cas, je sais que c'était quelque chose qui avait l'air. Bon, moi, ça m'a pas choqué. Mais moi, j'ai trouvé que c'était une plus-value. Je trouve que cette saison est peut-être la plus riche en termes de. Alors, ouais, si. Je trouve que cette saison est peut-être la plus riche d'un point de vue foutage de gueule et parodie de Marvel et de DC. Je trouve. Faudrait demander à Renault. Ah ben non, mais alors attends. Alors attends. Parce que déjà que Renault, quand il bande normalement, ça fait une éclipse. Si on commence à lui dire étrangle-toi, tu banderas plus fort, on n'est pas loin que le mec il touche la lune et qu'à cause de ça on se prenne une météorite, hein. Donc fais attention, papy, à ce que tu veux quand même, hein. On sait jamais, hein. Voilà, bon, ça reste Renault, hein. Faut jamais, voilà. Ça, il a la beuteux quand même assez dense. Mais non, oui, je trouve que cette saison-là est la plus riche dans l'ensemble de parodies que ça peut faire. À Marvel, à DC, avec les épisodes qu'on avait déjà eu précédemment, avec celui-là vis-à-vis de Batman et Superman, toujours le côté hyper sombre.
avec ouais, les virements à Black Lives Matter, etc., tous ces trucs-là. Et je trouve que c'est une saison qui fait énormément de références à la réalité aussi. On y revient, hein, mais The Deep qui parle de Shia LaBeouf. Là, le safe word, c'était Zendaya. On a fait venir Will Ferrell. On parle d'énormes. Les épisodes de la semaine dernière où on faisait des parodies filmiques, etc., ou tout un tas de choses comme ça. Je trouve que là, d'un côté parodique et d'un côté, on se rapproche toujours plus de la réalité et on inclut la réalité à notre fiction. C'est de plus en plus, je trouve que The Boys dans la saison 4 l'a fait et bien. Le trash assumé était bien amené, mais le fait que Ryan ne soit quasi pas présent et le fait que Homelander succombe aux avances de Firecracker me sort du truc dans le sens où il était censé s'être débarrassé de son besoin d'affection dans l'épisode 4. Là, il redevient comme dans les autres saisons. Je ne sais pas si c'est qu'à moi que ça a fait cette impression que le personnage est en train de régresser. Alors, oui et non. D'un côté, je pense que le Homelander, il a eu une progression, qui est une progression quand même assez, pas exclusivement autour de son fils, mais pas loin. C'est une progression qui est beaucoup pour son gamin quand même. Et ça, je pense qu'il refera pas les mêmes erreurs. D'un autre côté, c'est un détraqué. Et un détraqué, à la puissance du Homelander, peut forcément avoir des rechutes énormes. Le fait que là, au début, il est très dur, mais que le lait maternel, etc., soit son péché mignon et qu'il resuccombe à ça, moi je vois ça ouais, comme un amour maternel et je vois ça comme de la. Bah, il y a de l'excitation aussi, il y a un truc un peu deep, assez prononcé. Et non, moi je pense pas que narrativement ça le fasse redescendre ou ça le fasse retomber et régresser. Je pense simplement que c'est quelqu'un là qui bah, en a besoin parce que c'est un détraqué total et que bah, il peut resuccomber très rapidement à des choses qui sont là plus de l'ordre, je dirais, de l'amour maternel, voire même de l'érotisme, de quelque chose d'assez glauque quand même, avec la grosse giclette qui lui arrive dans la gueule, là, le jeu d'Anthony Starr encore à ce moment-là. Hein. Le jeu d'Anthony Starr à ce moment-là, où il a le regard d'un enfant et tout, putain, mais comment il fait pour jouer aussi bien, lui? Comment il fait pour jouer ça? Hein. La scène de A-Train quand il sauve la crème m'a donné des frissons. Ouais, je suis d'accord, Cyril. Moi, j'aime bien le. On en a parlé tout à l'heure, j'aime bien la continuité. Il a peu de temps d'antenne, il a peu de séquences. Hein. Dans l'ensemble de la saison 4, A-Train, on le voit assez peu, mais dans tout ce qu'il peut montrer, je trouve qu'il est assez pertinent. Ouais. Moi, j'aime bien ce que démontre A-Train et lui, ça prend le temps, pareil, mais la continuité de sa rédemption. J'espère juste qu'il ne soit pas freiné dans sa folie par Firecracker ou encore Sage. Pour moi, c'est le moment d'avoir un Homelander vraiment sans limite. Oui, mais alors il y a un truc qu'il faut quand même se dire, c'est que le Homelander a été en position de faiblesse dans l'épisode. Quand il veut présenter son projet et qu'il se rend compte que Sage, elle a pris une balle et que du coup elle est devenue complètement Golemon et qu'il est seul contre des vrais politiciens, des gens qui vont lui poser... Il est complètement dépassé par les événements. Il y a ça aussi hein, qui rentre en compte. Le Homelander, il peut être, comment dire, grandiloquent et sûr de lui quand il est en position de force. Faut pas oublier que le Homelander, c'est un personnage assez faible aussi, qui a beaucoup de faiblesses. Et là, dès le moment où il a été en position de faiblesse et où il s'est rendu compte que il était dans un milieu qu'il maîtrisait pas, il a été complètement pris de court. Et si, je crois que c'est Victoria, si Victoria, elle n'intervenait pas, c'était très compliqué pour lui. Donc il y a aussi ça à prendre en configuration. C'est peut-être que par la suite, du fait qu'il s'est senti faible à ce moment-là et qu'il ait eu un moment de faiblesse, dans la foulée, il se rapproche de Firecracker parce qu'elle lui donne justement ce qu'il attend après un moment aussi difficile. Surtout que, comme dit Soul, ouais, Firecracker, c'est une nana qui a l'air assez violente et on sent qu'il y a déjà, avec Sister Sage, quelques difficultés. Si Sage, elle continue de merder comme ça avec Firecracker, envoie Homelander contre elle, bah, Firecracker va pousser le Homelander à faire des choix et de la violence directe. De toute façon, le Homelander,
il est hyper manipulable. Le Homelander, on a beau dire que le Homelander, là, il est un peu sevré, il reste extrêmement manipulable. Tu le manipules parce que tu es capable de lui parler comme personne d'autre te parle à la Sister Sage, et là, tu le manipules par les émotions, les sentiments, le côté un peu glauque, sexuel, maternel, et bah, derrière, peut-être que tu peux en faire ce que tu veux dans la foulée. Donc oui, le Homelander, voilà, il a eu l'attention, il a eu l'amour, etc. Et puis elle, c'est une fan. Faut pas oublier ça aussi. Firecracker, c'est une fan hardcore du Homelander qui a été faite et forgée quasiment qu'à travers cette image-là. Alors après, pour le coup, moi, ça me rappelle un peu la relation avec Stormfront. Dans une certaine mesure, bon, on peut retrouver certaines similitudes avec Stormfront. En fait, Firecracker, c'est un peu un mélange entre Stormfront et la nana de la saison 1 avec qui il avait une relation. C'est un peu le mélange des deux, quoi. Donc forcément, il doit retrouver un peu le même sens, hein. J'ai l'impression que cette saison est surtout de transition et le vrai délire sera dans la 5, même si j'aime bien la saison 4. Je pense aussi. Je pense aussi. Il fallait, si la saison 5, ils mettent le paquet, on aura peut-être une saison 5 d'anthologie, mais là, je sens que, ouais, c'est une saison. Alors, dire que c'est une saison de transition, c'est beaucoup dire, mais je pense que c'est une saison qui pose les bases et qui place les pions sur l'échiquier de ce que sera la saison 5. Même si il reste encore 2 épisodes et que ça peut exploser, mais je suis pas forcément sûr. Par exemple, dans les saisons 2 et 3 de The Boys, pour moi, j'étais convaincu qu'il allait avoir quelque chose d'assez fort. Genre vraiment assez irréversible. Là, je pense que la saison 4 sera peut-être un peu plus soft. J'imagine pas la saison 4 terminée avec 2 ou 3 morts marquantes ou une disparition forte ou voilà un truc énorme. Je pense que là, on pose vraiment les bases de la suite. On pourrait se poser la question. Très honnêtement, les seuls personnages là qui me semblent peut-être aptes à pouvoir disparaître à la fin de la saison 4, ce serait Sister Sage, Frenchie et A-Train. Et encore, vu comment c'est écrit, je me demande si A-Train, il ira pas au bout. Parce qu'il y a encore des choses à dire avec lui. Après, regardez par exemple dans l'épisode, ça on n'en a pas encore parlé, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de Black Noir et The Deep. Black Noir, là pour le coup ça avance pas. Black Noir, depuis l'épisode 1, il a 2 minutes de dialogue par épisode et c'est toujours pour dire la même chose. The Deep, c'est à peu près la même chose aussi. The Deep, lui, son évolution est pas terrible. Il évolue très peu depuis certaines saisons. Eux font du statu quo. Il y a quand même une phrase que je retiens et à voir un peu l'importance, c'est la violence, c'est le pouvoir. Ils commencent un petit peu, The Deep et Black Noir, à comprendre que pour avoir, et ça, bah, dans la société d'aujourd'hui, malheureusement, voilà, c'est un peu le cas. C'est aussi une phrase que disait Victoria, les USA ne sont pas une démocratie, les gens sont de la main-d'œuvre, le peuple est foncièrement débile, le pouvoir part par l'argent. On en est là maintenant dans The Boys. Le pouvoir, c'est l'argent, le pouvoir, c'est la violence. Comment faire de l'argent? Par la violence. Donc, c'est des phrases qui peuvent être utiles à leur personnage si on voit derrière ce qui va se passer. Le fait est que, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, mais je trouve que là, actuellement, Black Noir et The Deep sont assez sous-utilisés. Il n'y a pas d'avancée narrative particulière. L'avancée narrative de The Deep et Sister Sage, ça fait 2 épisodes qu'on n'en parle déjà plus. Et quelles sera les conditions? Si Sister Sage vient à mourir, est-ce que ça va faire chier The Deep qui va se sentir pousser des ailes et peut-être potentiellement aller à l'encontre du Homelander? Il était à 2 doigts de pépon à A-Train il n'y a pas longtemps. Je suis pas sûr qu'à un moment donné, il ait le courage de le faire. Faut qu'il y ait une évolution. Black Noir n'a aucune évolution. Black Noir lui-même, c'est pas ce qu'il fout là. Ouais, exactement. Mais il va rester. Mais il faut qu'à un moment donné, si tu prends le principe d'avoir une série avec beaucoup de personnages, faut leur donner à manger. Il faut qu'il y ait une écriture tangible pour tous. Pour moi, The Deep, il tourne en rond depuis la saison 3. Il y avait la saison 1, la saison 2, où il était bien. La saison 2 avec l'arc un peu de secte, là. Depuis la saison 3, The Deep, voilà. Même Ambrosius.
Ambrosius, on n'en parle plus du tout. Il y avait c'était dans cette saison-là quand même, hein. Mais dans la saison 4, il y avait le côté, t'as pas nettoyé mon aquarium, etc. Qu'est-ce qui va pas? On n'a pas de nouvelles d'Ambrosius depuis les 3 premiers épisodes. Même ça, ils l'ont laissé de côté. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, tu pars du principe dans la saison 4 de faire énormément d'intrigues, tu es obligé de parler de l'essentiel. C'est le même problème que True Blood. True Blood, saison 5, 6, 7, et surtout saison 6 et 7, il y a 10 000 intrigues différentes. Il y a 10 000 intrigues différentes, en particulier la saison 6. Ce qui fait que tu passes 3 minutes par scène, quoi. Et ça, c'est vrai que ça peut être vite indigeste pour le spectateur. Ouais, mais c'est dommage, tu vois, Slade, parce que Black Noir, franchement, il parlait pas, mais on l'avait rendu intéressant, hein. On l'avait rendu vraiment intéressant, Black Noir, dans les saisons précédentes, dans sa relation avec le Homelander. Et merci bon, Ewan, pour le Prime. Merci beaucoup, ça fait plaisir. 13e mois. Vous pensez que Sage va mourir? Je vois pas comment ni pourquoi ça arriverait. Moi, je pense que Sage peut mourir parce qu'elle a fauté auprès du Homelander déjà, parce qu'ils ont vu sa faiblesse deuxièmement, et parce que si Firecracker réussit à prendre le contrôle du Homelander, comme les deux ne peuvent pas se saquer, Firecracker serait capable de faire comprendre au Homelander que tout est de la faute de Sage et qu'elle est incompétente, et le Homelander lui baiserait la gueule. Parce que le Homelander est manipulable as fuck, et que du coup, on pourrait partir sur cet état d'esprit, ouais. Ils auraient dû le laisser mort et pas ramener quelqu'un pour le remplacer. Bah ouais, après je crois que c'est un des 7 les plus anciens. Alors tu sais, en termes de marketing, pour Vought, peut-être que c'était plus important de garder l'identité Black Noir. L'avantage en fait, c'est que Black Noir, personne n'est censé voir sa gueule, donc ils s'en foutent. Tu peux le mettre encore et encore. Maintenant, oui, c'est vrai que il y a beaucoup d'intrigues et il y a des manques cruels. L'intrigue de Kimiko avec les enfants abandonnés. Est-ce que cette intrigue-là était forcément utile? On n'en a plus jamais entendu parler. Et ça, c'est une intrigue qui a fait quoi 3 épisodes et 4 scènes. À force de trop vouloir en faire, bah oui, il faut inclure tout le monde et tu te dis, bah comment on fait pour faire en sorte que tout le monde ait une importance. Mais à force de trop vouloir en faire, malheureusement, c'est difficile. Je vous dis, il n'y a qu'une seule série. Il n'y a qu'une seule série qui, pour moi, pendant plusieurs saisons, a réussi. Je ne sais pas si Roawin est encore là, parce que si Roawin est encore là, elle serait contente de la phrase que je vais dire. Mais il n'y a qu'une seule série qui, pour moi, a été capable d'avoir quasiment 30 personnages différents et de les écrire avec précision, parce que bah, le montage et le propos de la série faisaient qu'un épisode et c'est centré sur eux. Roawin, c'est Lost. À Lost, oui. Lost, t'as 30 personnages, mais s'il y en a un ou deux que tu vois pas sur certains épisodes, c'est pas grave, parce que tu sais qu'il y en a qui sont centrés sur d'autres. Et puis, ils ont quand même des petites sous-intrigues sur l'île où t'en vois quelques-uns par-ci, par-là. Et eux, tu savais qu'ils avaient tout à faire pour avoir 30 épisodes et un casting extrêmement fourni, mais que ce soit pertinent, parce que tous, tu savais qu'ils allaient avoir leur narration à un moment donné. Et là, c'est le problème des séries qui ont énormément de personnages. À un moment donné, quand on a trop, il y a des narrations qui prennent le pas sur d'autres, et il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Je pense que l'intrigue de Kimiko avec la lumière étincelante va revenir suite à l'arrestation de Frenchie. Oui, sûrement, mais elle est mal amenée et mal rythmée. Parce que forcément, il y a des intrigues que tu oublies. Même l'intrigue de Frenchie avec Colin, pour moi, elle est mal écrite, elle est mal narrée, parce que c'est des trucs que tu oublies assez rapidement. Et elles sont quand même de pâle figure quand tu vois d'autres intrigues bien plus importantes et qui prennent bien plus de temps. Ce que je veux dire, Soul, c'est que tu as l'intrigue avec Kimiko. Si à un moment donné, on en avait appris plus, et si elle avait duré plus longtemps, et si elle avait été mieux rythmée, mieux narrée, avec un peu plus d'intérêt dessus, là, j'aurais dit oui. Mais là, si tu me fais une intrigue, il y en a un bout à l'épisode 2, puis il y a un autre bout à l'épisode 5, et puis ça revient à l'épisode 7, en tant que spectateur, t'es passé à autre chose, c'est pas bien narré. T'as l'impression qu'ils te montrent tout le monde de manière forcée pour dire de regarder, ils existent encore. Il y a beaucoup de gens que je lis sur les réseaux ou autres qui sont moins intrigués par cette saison de The Boys, justement, parce que ça part un peu dans tous les sens et qu'il y a beaucoup de personnages. Je le redis, tu vois, par exemple, Soul, dans la saison 3, Kimiko Frenchie, c'était secondaire. J'en ai fait une vidéo dessus tellement que j'ai trouvé que c'était bien écrit.
C'était pas tout le temps, mais c'était très subtil. Et ils avaient un épisode qui était quasiment centré que sur eux. Et voilà, il y avait une intelligence d'écriture que là, elle est toujours d'actualité parce que c'est pas une mauvaise écriture, c'est toujours pertinent. Force est de constater qu'elle est trop évasive. Un peu par là, un petit peu par là, un petit peu par là. Et tu te dis que voilà, il manque des trucs. Le plus costaud, ça reste Frenchie et Colin. Frenchie et Colin, quand tu vois qu'ils étaient déjà en train de se rouler des pelles et de coucher ensemble 10 minutes après qu'on ait rencontré le personnage, c'est trop juste. Mais tout ça parce que bah faut aller vite parce que derrière il y a 20 personnages encore à discuter derrière. Après, ça n'empêche que cet épisode-là, je l'ai beaucoup apprécié. Hein. On peut pas dire que du bien tout le temps non plus. Le problème de The Boys, c'est que c'est toujours les nouveaux personnages qui meurent dans la saison même, ce qui rend l'impact moins fort. Ce serait plus intéressant de tuer un membre des Boys et de voir comment l'équipe se débrouille sans lui. Lors de la saison d'après, même Butcher, ce serait intéressant de le faire mourir en fin de saison 4, même si j'y crois pas. Ah, pour moi, Butcher mérite d'aller au bout quand même. Mais on verra ce qui va se passer par la suite là. Hein. On verra ce qui va se passer ensuite. Tu penses que ça fait cahier des charges du coup? J'irai pas jusqu'à dire que ça fait cahier des charges, mais non, j'irai pas jusqu'à dire que ça fait cahier des charges parce qu'ils sont obligés de parler de tous ces personnages et d'amener une véritable narration. Mais 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 peut-être que ça mériterait juste un ou deux épisodes supplémentaires. Ah, peut-être qu'à un moment donné, un ou deux épisodes de plus auraient une certaine forme de pertinence pour pouvoir discuter de tout et continuer à développer les intrigues. Là, il y a beaucoup de gens qui considèrent aussi que les intrigues n'avancent plus. Bah, les intrigues avancent moins, certes, mais il y a aussi voilà, le côté, bon, faudrait peut-être à un moment donné avoir un petit peu plus comment dire, de matière, enfin pas de matière, mais avoir un petit peu plus si, de matière, à deux épisodes supplémentaires, par exemple, pour pouvoir discuter de tout avec une réelle pertinence. Avec deux épisodes de plus, Colin et Frenchie avaient le temps d'amorcer un petit peu leur relation, par exemple. Peut-être que c'était une erreur de séparer The Boys dans le scénario, il fallait que ça reste une équipe soudée. Oh, ça, après, je sais pas. Enfin, je veux dire, si ça c'est comme dans les comics, ça faudrait demander à Soul. Mais si c'est comme dans les comics, c'est que il y a des grosses, il y a des gros, il y a des belles divergences d'opinion entre Butcher et les autres. Bon, t'es obligé de respecter un minimum ça quand même. En fait, je m'attendais à ce que cette saison 4 soit vraiment concentrée sur Ryan et Butcher qui découvrent le virus. Pour l'instant, Ryan commence à peine à vriller et le virus est en stand-by. Bah oui, oui, je peux poser la question dans le chat. Est-ce que pour l'instant, vous êtes satisfait Est-ce que pour l'instant, vous êtes satisfait du rôle de Ryan? Parce que on l'a eu il y a deux ou trois épisodes. On a senti, bah, c'était la semaine dernière, on a senti que ça commençait enfin à se développer. Pareil. Est-ce que ça se développe trop lentement, voilà, trop délicatement? Ça, c'est des questions qui sont à même d'être posées aussi. Hein. Est-ce qu'ils sont un peu trop effacés, comme dit Riddlemack, ouais, un peu trop hors lumière et qu'on mériterait d'en voir autre chose? Ça, c'est possible aussi. Hein. Tac. Alors, faut que je revienne sur mes notes. Voilà. Les phases BDSM, tout ça, ouais, ok. Ouais, oui, c'est vrai qu'après, globalement, c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que c'est un épisode que j'ai bien apprécié, mais où je me demande si on n'a pas déjà fait le tour. Hein. Parce qu'il y a pas eu foncièrement non plus une avancée exceptionnelle dans cet épisode-là. Et pourtant, l'épisode, je trouve qu'il a des séquences phares et il est
assez pertinent, assez prenant. Et là, justement, moi, c'est un épisode que j'ai plus apprécié que les autres parce qu'il y a moins de thématiques. Il y a moins de. On est plus structuré sur 4 ou 5 narrations. Et là, ça suffit. On n'en a pas une dizaine qui sont en coalition. Ryan fantomatique au sens figuré, contrairement à Joe. Bah oui, Ryan, on le voit assez peu. Moi, la question que je me pose quand même quand je vois ça, c'est euh, comment ils vont réussir à à tout finir en saison 5, sachant que là, cette saison 4, elle te donne pas particulièrement l'impression d'être l'avant-dernière. C'est à part Butcher où on sent que ses jours sont comptés, on a l'impression qu'ils peuvent discuter de tout un tas de sujets encore. Et que tu pourrais faire 2 ou 3 saisons supplémentaires parce ça semble loin d'une fin de série. Et finalement, bah, on y arrive déjà bientôt. Hein. Moi, Ryan, c'est vrai que j'imaginais avec Ryan qu'on le verrait plus et que l'échiquier se serait mis en place déjà plus tôt et que globalement, il aurait une importance assez forte. Bon, bah visiblement, c'est un peu complexe, mais je pense qu'il est bien utilisé en tant qu'outil pour contrôler Homelander, mais il faut pas s'attendre à ce qu'il soit un acteur majeur de la finalisation de la série. Bah, il devrait quand même. Parce que Ryan c'est quand même. Enfin, il y a toute une thématique qui était, si vous vous souvenez bien, et ben, il reste plus que 2 d'épisodes, Mathias, dans la saison 4. Il y a toute une thématique qui était quand même abordée à une époque, avec Joe, qui était utiliser Ryan pour tuer le Homelander. Il y a quand même un procédé où on se dit Ryan aura une importance considérable parce que Ryan pourrait être celui qui vient à bout du Homelander. À partir du moment où on nous dit ça, forcément que le spectateur cherche à avoir une importance là-dessus vis-à-vis de Ryan. Mais ouais, non, là, cet épisode-là, il est paradoxal parce que moi, je l'ai trouvé de bonne facture parce que effectivement, il y a des scènes que j'ai appréciées où on prend plus le temps de montrer les choses et où c'est bien glauque, bien trash et on s'intéresse à certains sujets. Mais c'est aussi là qu'on se rend compte à quel point d'autres protagonistes dans cette saison ont été mis complètement sous silence. The Deep, Black Noir, Ryan, Frenchie, Kimiko, même Frenchie et Kimiko, hein, pour moi, sont assez peu mis en avant. Prenons un exemple très simple. Regardez la crème. Un petit détail qui a son importance, la crème, au début de l'épisode, la première scène où on le voit, il fait de la méditation. On sent qu'il essaie de recharger les batteries, les choses comme ça, etc. Est-ce que dans la série avant, on l'a déjà vu faire ça? J'ai un doute. Peut-être que oui. Mais si on l'a déjà vu, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas revu. Et si on ne l'a jamais vu, ce qui me semblait être le cas, hein, parce que j'avais pas le souvenir, pourquoi? C'est-à-dire que là, on le voit, et en fait, c'est juste une manière d'amorcer une péripétie comique qui est, lui, il fait un peu son feng shui, là, et dans la foulée, il balance 2 3 vannes et 2 3 insultes, genre putain, c'est la merde, bande d'enculés, on est dans la merde et tout. Et à partir de ce moment-là, bah, tu vois tu vois l'analyse qui est différente parce que c'est en fait un procédé qui est plan A. Tu fais du yoga. Plan B, t'es énervé pour montrer justement que la situation est dramatique pour provoquer un rire. Mais autant je sais que la crème, il est plutôt bien travaillé dans cette saison dans son rôle avec Butcher, autant ça reste très anecdotique par rapport justement à ce qu'était la relation avec sa fille et sa femme, enfin son ex-femme dans les saisons précédentes où il était beaucoup plus travaillé. Et là, c'est vrai qu'on balance des petites bribes à droite à gauche, mais c'est toujours en surface. Est-ce que je suis le seul à considérer que cette saison 4 de The Boys, pour l'instant, est trop en surface? Le Homelander, Butcher, non, eux, ils sont pas en surface. Eux, ils naviguent au-dessus de l'eau parce qu'il y a cette dépendance-là où eux sont très forts et très importants. Je trouve qu'il y a trop de thématiques aujourd'hui qui sont encore en surface. Et ça, malheureusement, Soul, même si les épisodes 7 et 8 sont très bons, bah, ça nous donnera donné quand même 6 épisodes où on prend vraiment le temps et on laisse trop de thématiques un peu en surface. Malheureusement, je trouve.
Parce que oui, c'est vrai que quand tu regardes au final, quand tu regardes l'épisode, parce que ça on l'a critiqué sur plein d'épisodes avant, alors faut pas non plus faire la fine bouche. L'épisode 5 se termine avec Butcher qui demande aux scientifiques de bosser. L'épisode 6 se termine avec Butcher qui demande aux scientifiques de bosser. Pas d'avancée non plus à ce niveau-là. Donc bon, ça me dérange pas que ça prenne le temps. Ça me dérangerait pas que ça prenne le temps, Soul non plus, si on n'avait pas plus qu'une saison. Et si. Enfin, le fait qu'ils prennent le temps me dérange pas. Tu vois, moi, Soul, je l'ai dit tout à l'heure. S'ils mettaient 2 épisodes de plus pour encore plus prendre leur temps, mais en travaillant mieux leur sujet, je serais le plus heureux des hommes. Ça me poserait pas de problème. Le truc, c'est que là, c'est un peu assuré. Et il y a pas mal de séquences qui sont, je trouve, un peu trop, ouais, passées sous silence, un peu trop, et un peu trop rushées ou. Ouais, les mises de côté. On apprend quand même que le virus fera un génocide complet des super. Ouais, oui, oui, ouais, mais ça après on pouvait le deviner. Ça après on pouvait le deviner dans le sens où Butcher l'avait quand même dit aux boys avant que en gros lui ce qu'il voulait c'était quand même trouver un virus qui était capable de tuer les super et pas les humains. Et de la manière dont il le disait, on voit bien que c'était plus ou moins acté que si lui il pouvait faire d'une pierre deux coups. Après là le fait qu'il commence à prendre conscience que ça toucherait aussi Victoria, Ryan, Kimiko, Stella et d'autres, tu sens qu'il commence à se raviser. Je vais vous poser la question dans le chat, partie théorie pour vous, Butcher, il va écouter qui, Becca ou Joe? On peut se poser la question, hein. Lequel des deux parties il va prendre? Si on apprend quand même que le virus fera un génocide, personnellement, je trouve qu'il n'y a même pas besoin de voir Gen V pour comprendre cette saison 4 pour l'instant. Ah oui, puis alors oui, il y a Gen V. Bah alors Gen V, maintenant, à un moment donné, il va peut-être falloir que les personnages servent à quelque chose, parce qu'ils ont fait une apparition, mais on n'a rien de plus. Personnellement, je trouve qu'il n'y a même pas besoin de voir. Alors, ça, je l'avais déjà lu. Bah, dans le sens où Joe a l'air d'être parti, je pense qu'il va. Dans le sens où Joe a l'air d'être parti, je pense qu'il va écouter Becca. La dernière phrase de Joe, c'est t'inquiète pas, Daddy's back. Hein. C'est papa est de retour. Hein. Pour moi, Joe, il va rester. Hein. Lequel il va choisir? J'aurais tendance quand même à considérer qu'il pencherait plus du côté de Becca par amour pour Becca et puis pour Ryan, je le vois pas concocter quelque chose qui pourrait tuer Ryan malgré tout. La dernière phrase est importante hein, avec le Daddy's back. Je vais te casser la tête, rappelle-toi, ils ont aussi gardé Soldier Boy en carte Joker en fin de saison 3. Ouais, mais Soldier Boy reviendra en saison 5. Lui, pour le coup, je le vois pas revenir. Quand il dit Daddy's back, je pense qu'il parle du vrai Butcher. Oui, mais c'est lui. C'est la même chose. Joe, c'est la conscience négative de Butcher. Quand il dit Daddy's back, pour moi, ça veut dire non seulement qu'il va rester pour l'aiguiller, mais que le retour du vrai Butcher est là. C'est un peu les mêmes personnes. Butcher serait plus intéressant qu'il écoute Joe. S'il écoute Becca, ça va encore revenir en arrière et encore faire une intrigue qui n'aura servi à rien. Je sais pas s'il termine en tant qu'antagoniste dans les comics Butcher. C'est-à-dire que là, quels seraient les arguments qu'il en écouterait une et pas l'autre? C'est vrai qu'il pourrait écouter Joe en se disant le point de non-retour est atteint, il faut faire les choses les plus dures pour sauver la planète, éliminons tous les super. Dans une moindre mesure, Ryan m'a dit non. Je sais que voilà, de toute façon, il sera pro-Homelander. Mais d'un autre côté, il avait un tel amour pour Becca. Et on sent là quand même au fur et à mesure de la saison que les mots de la crème le touchent. Il sauve un petit lapin. Enfin, la phrase est folle, hein, mais ça a quand même sa signification. Il sauve un petit lapin. Il est vachement plus acté sur l'idée que la crème lui dit qu'il est humain, que c'est quand même quelqu'un d'important, des choses comme ça. Moi, je me dis que, j'aurais du mal narrativement à voir Butcher créer quelque chose qui puisse tuer Ryan par rapport à l'amour qu'il a pour lui et la bonté d'âme qu'il commence à avoir.
Sauf s'il se dit, vas-y, un dernier coup d'éclat, je suis mourant, maintenant je fais les choses qui doivent être faites pour sauver l'humanité, et tant pis pour les dommages collatéraux. Ce qui est aussi du Butcher dans le texte. Joe s'éloigne de la caméra, ça me fait me dire qu'il disparaît de son esprit ou qu'il a fait la paix avec son passé. Ah, c'est une autre manière de voir les choses, on verra. On verra. Moi, le Daddy's Back, ouais, c'est vrai que quand il se bat, oui, il y a le cas de figure du Daddy's Back où on va le revoir et où il va essayer encore une fois de lui rappeler que le vrai Butcher, c'est celui qui commet des crimes. Enfin, qui commet des crimes, qui fait les choses sales pour le bien commun. Et puis, il y a aussi potentiellement le Daddy's Back du style bon, bah, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, t'as plus besoin de moi maintenant, le vrai Butcher est de retour. Ça peut être les deux, hein. Et si Butcher apprenait que Becca l'a juste trompé avec Homelander, lui enlevant tout remords a tué Ryan, bah ça, il est déjà au courant, non? Il est pas déjà au courant, ça, Butcher? Tu me diras, j'ai un doute. J'ai beaucoup de mal avec Gen V, j'ai l'impression qu'on n'a pas appris grand-chose en 8 épisodes. Oh bah Gen V, c'était une introduction. Moi j'ai bien aimé Gen V, moi. Je sais pas dans le chat, vous en avez pensé quoi de Gen V? Moi Gen V, j'ai bien aimé dans le sens où il y a quand même une histoire, il y a des protagonistes, on sent à mon avis qu'ils auront un développement par la suite. Il y a les rapprochements judicieux qu'il faut avec The Boys. Euh, ouais, ils ont leurs intrigues qui leur sont propres. Oui, c'était pas du niveau de The Boys, mais tu sentais que c'était quand même relativement quali et que c'était un bon spin-off. On a vu des spin-offs, par parler de Walking Dead, hein, mais on a déjà vu des spin-offs qui étaient mauvais, qui servaient à rien. Là, pour le coup, c'était un spin-off qui avait de l'intérêt. S'il écoute BK, pas de virus, pas de danger pour les super, la saison 4 n'aurait définitivement servi à pas grand-chose. Ouais, c'est pas faux. Après, il y a toujours. Ah oui, mais non, parce qu'il le dit, ça se diffuserait dans l'air et pour tous les super, ce serait une catastrophe. Est-ce qu'il n'y aurait pas à un moment donné la possibilité pour Butcher, possiblement, de faire en sorte que les gens qu'il aime soient pas immunisés au virus, mais puissent s'y échapper? Qu'il les prévienne en amont ou quelque chose comme ça. Mais là, on a bien précisé quand même que le virus serait vachement borderline. Il y a une séquence que j'ai bien aimée, c'est quand Yui dit à Stella que son père lui manque. J'ai trouvé que l'acting était très bon. On n'en a pas parlé du tout, mais faut quand même que ce soit un sacré trauma ce que Yui il a vécu quand même avec les deux cinglés, là, Tech Knight, etc. Et j'ai trouvé que le moment où il se livre et où il dit il me manque, mon père me manque et tout, ça, moi j'ai trouvé qu'en termes d'acting, c'était très fort. Parce que tu sens qu'il se retient, et il arrive, la scène est bien parce que ça redonne de la continuité enfin, ça redonne de la puissance et de l'alchimie entre Stella, et pourtant je suis pas le premier fan de Stella, entre Stella et Yui, et tu sens qu'il est traumatisé par ce qu'il a fait, et qu'en même temps son père lui manque, et le fait qu'il s'écroule comme ça, j'ai trouvé que c'était très important de la faire, cette scène-là. Là, moi, ça, c'est une scène que j'ai bien aimée. Mais du coup, le fait que Gen V est prévu pour 3 saisons ne spoil pas le fait que le virus ne marchera jamais. Ça dépend, ça se trouve, les 3 saisons de Gen V sortiront avant la saison 5 de The Boys. On sait pas quand sortira la saison 5 de The Boys. On sait qu'elle est programmée et qu'elle va se faire, mais ça se trouve, Gen V, la saison 2, est déjà plus ou moins dans les papiers, là, et elle pourra sortir l'an prochain. Et puis après, ça se trouve, Gen V aura une saison 3 avant la saison 5, hein. Jack Quaid fait le taf, j'aime bien. C'est un bon acteur, Jack Quaid, ouais. Je crois, fils de Dennis Quaid, hein, d'ailleurs. Ah, une longue lignée de bons comédiens. Je suis content qu'ils aient ramené mes deux persos préférés de Gen V dans cette saison, même s'il y avait une théorie comme quoi Sage serait la sœur de Marie. Oui, je vois, ouais. Ouais, je vois le délire. Bah, c'est possible. Moi, je suis très curieux de savoir ce que les deux de Gen V, parce qu'il y a des séquences avec eux qu'on n'a pas encore vues, hein, qui étaient là dans le trailer. Bah, je suis curieux de savoir, ils vont être utilisés au nom de quoi. Vraiment. Et aussi les autres persos de Gen V, genre celui qui change d'apparence. Mais tous ceux qui sont emprisonnés, même malheureusement le comédien qui est décédé dans un accident de moto, je crois, il y a récemment, l'an dernier ou en début d'année. Curieux de savoir aussi, malheureusement, comment ils vont pouvoir gérer ça narrativement, parce qu'au-delà du drame pour l'acteur qui est mort très jeune en plus, et c'est assez dramatique,
comment ils vont pouvoir, voilà, comment ils vont pouvoir gérer ça narrativement. Ça, c'est des choses très difficiles à gérer, hein. C'était le même cas pour Peaky Blinders quand ils avaient perdu Polly entre deux saisons. C'est des choses toujours narrativement, à mon avis, tu t'y attends jamais, hein. Je crois qu'ils avaient dit qu'ils seraient pas remplacés. Ah bah non, pas remplacés par respect pour le comédien, ça me semble legit. Mais dans ce cas-là, comment tu fais pour écrire le fait que son personnage est mort? Il pourrait faire, il pourrait faire un truc bateau, hein, du style, bah en fait ils sont emprisonnés, ils ont fait des expériences sur un, et on apprend que ce personnage-là, c'est le premier à y être passé parce qu'ils ont fait des expériences sur lui. Maintenant, d'un autre côté, je trouverais pas ça hyper respectueux pour l'acteur. Donc t'as toujours deux poids deux mesures parce qu'il faut au moins un scénario qui soit en respect avec l'acteur en question, quoi. Il y a quand même des thématiques sympas dans cette saison 4 avec le vieillissement du Homelander, le deuil, le regret, la double identité. Bien sûr. Ah non, non, mais c'est une bonne saison. C'est une bonne saison, mais moi je suis assez d'accord pour l'instant de dire que c'est une bonne saison de transition. Avec quelques séquences qui vont rester, des thématiques intéressantes, moins péchues, moins puissantes, moins emblématiques, et on s'en rappellera moins que, pour moi, les saisons 2 et 3 qui étaient les meilleures. Rappelez-vous des saisons 2 et 3 de The Boys. C'était le prime de The Boys où vraiment là, chaque épisode était cultissime. Euh, mais ça reste une bonne saison, oui, une bonne saison de transition, des saisons dont on a besoin pour une 5 qui pourrait être exceptionnelle. Mais il y a des thématiques qui sont fortes, ouais. La thématique du repentir aussi, hein, avec la rédemption de A-Train, le deuil du père de Yui, les thématiques politiques. On a rarement été autant dans le politique et dans comment dire, l'enjeu des médias, les mensonges gouvernementaux, les choses comme ça. Ah là, il y a plein de choses là qui sont des thématiques aussi intéressantes, hein. Mais voilà, oui, peut-être un peu trop peu développé. Peut-être un peu trop en surface par moment. Frenchy, la thématique est intéressante. Mais alors, pour moi, Frenchy, c'est le meilleur exemple d'une thématique qui aurait dû être riche et qui malheureusement est, pour moi, bazardée, quoi. Vraiment rushée et bazardée. Peut-être que la saison 4 souffre du fait qu'on peut plus être choqué à force. La scène avec Yui, elle est relativement malsaine quand même, hein. La scène avec Yui, elle est assez spéciale, hein. Moi, sans avoir été choqué outre mesure, je trouve que cette scène-là, elle était quand même assez glauque. Parce que lui, il la rend glauque avec les pleurs qu'il a derrière. Alors, le moment où Victor... Alors toi, tu peux rigoler en disant, putain, c'est trash. Mais le moment où elle se touche devant lui, où tu la vois carrément se caresser, puis qu'après, elle lui fout de la mouille partout sur le masque, bah... Ouais, c'est glauque quand même, hein. Après, oui, par rapport à Gen V qui avait fait la mini personne là, qui faisait une branlette sur une tub géante, qui avait été en plus une vraie tub géante où elle était montée dessus, etc. pour les besoins du tournage. Pareil, ça. Non, je pense que niveau choc et effroi, c'est vrai il y aura eu un avant et un après The Boys, hein. Il y aura eu largement un avant et un après The Boys. De toute façon, ça c'est aussi le principe des séries HBO ou Prime ou quoi que ce soit qui ont beaucoup plus de liberté que d'autres. Où tu verrais beaucoup moins ça sur Netflix par exemple, hein, je pense pas. Mais sur The Boys, dans le trash, ils sont allés loin, hein. Allez voir notre spin-off SVP. Bah, pour l'instant, reste à voir s'ils auront de l'importance après. Pour moi, pour moi, dernière théorie avant de quitter, je pense que Sister Sage peut mourir dans le prochain épisode. Et je pense que dans l'épisode. On aura remarqué que les 7 pour l'instant, ils sont 6. Ils sont pas 7. On les appelle les 7, mais ils sont que 6. Pour moi, dans l'épisode prochain, Sister Sage, on peut lui dire au revoir. Manipulation du Homelander, ça fait 5. Et les deux personnages de Gen V, dans l'épisode 8, ils intègrent les 7. Peut-être. Pourquoi pas. Tech Knight est mort. On pourrait avoir un épisode 8 où les deux membres de Gen V intègrent les 7 à la fin de lors du dernier épisode pour faire partie des 7 plus tard. En ayant eu Tech Knight qui est mort, Sister Sage qui pourrait possiblement mourir, peut-être même A-Train, on ne sait pas, mais A-Train je le vois encore aller assez loin. Donc voilà, et ça ferait 7. Moi je commence à me demander pourquoi ils les gardent à 6 depuis le début, hein, parce qu'on les appelle les 7 mais ils sont que 6. Ryan ne fait pas partie des 7, donc je me posais la question, moi, justement.
Et tu penses que c'est anecdotique qu'on apprend que Black Noir s'est volé? En vrai, Black Noir, on s'en fout tellement. Enfin, je veux dire... non, peut-être pas, mais enfin bon... il a tellement pas d'importance que ça me... Bon, voilà quoi. C'est une ligne de dialogue en plus, mais enfin, c'est vrai que c'est malheureux quoi d'en arriver là. Je veux pas voir A-Train mourir. Moi, je commence à avoir beaucoup d'empathie pour A-Train. Donc, j'avoue qu'après le petit rictus avec la très belle séquence avec le gamin qui les rigole et qui le voit vraiment idolâtré, c'est vrai qu'A-Train, c'est un personnage qui, pour le coup, dans cette saison 4, a eu une très belle évolution. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur ce, je vais vous laisser, messieurs, dames, pour ce soir. Et c'est les vacances. On se retrouve que lundi, vendredi, samedi, dimanche. Du coup, c'est pause. On se retrouve lundi avec House of the Dragon. Ça va faire bizarre de faire 3 jours sans stream. Parce que là, on était un peu en mode, oh, c'est les mêmes délires que d'habitude. Hein. Tu connais les petits streams tranquilles. Lundi, mardi, on n'est pas là, mais mercredi, jeudi, on est bon. Et là, ça y est. Là, maintenant, voilà. Vendredi, samedi, dimanche, c'est pause. On se retrouve lundi pour House of the Dragon. Je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir été là. La rediff sera évidemment demain sur la chaîne secondaire YouTube en légende. Et on se retrouve donc lundi pour House of the Dragon épisode 4. On sera déjà à la mi-saison. Puis il y aura The Boys saison 7 dans 2 semaines. Hein. The Boys est terminé. Oh, et la semaine prochaine, retenez la date. Hein. La semaine prochaine, vendredi 12 juillet, pas cette semaine, mais vendredi 12 juillet, 20h, The Death of Slim Shady. Coup de grâce, réaction en live. On écoutera l'album à 20h, pétante, prise d'antenne 19h30. À 20h, on écoute le nouvel album d'Eminem, première écoute en direct, vendredi 12 juillet. Donc la semaine prochaine, il y aura 3 ou 4 streams, du coup, puisqu'il y aura peut-être Death Stranding qui sera décalé à la semaine suivante, puisque album d'Eminem en ligne de mire. On verra, mais en tout cas, on y sera vendredi, c'est sûr. Je vous fais des bisous et je vous dis à lundi. Des bisous!